Bonjour à toi et bienvenue dans le programme Passerelle. Donc dans ce programme, nous allons voir ensemble comment faire la jonction entre la classe de terminale et la classe préparatoire. Pour ce faire, je vais me baser, pas exclusivement, mais principalement, sur le document fourni par le lycée Louis-le-Grand. Louis-le-Grand qui est l'un des plus prestigieux établissements de France, si ce n'est le plus prestigieux. Voilà pourquoi je me base sur ce document. Alors dans cette première vidéo, eh bien, je vais lire et commenter, expliquer, dire les choses qu'il y a entre les lignes, l'introduction ainsi que la première partie qui va arriver jusqu'à la récurrence. Je t'invite à lire également par toi-même ce document et à bien prendre note des conseils qui y sont prodigués. Les journées portes ouvertes du lycée Louis-le-Grand permettent aux élèves de terminale candidats aux classes préparatoires aux grandes écoles et à leurs parents de dialoguer avec les professeurs des classes préparatoires. Deux questions reviennent fréquemment. Numéro 1, comment un élève de terminale peut-il se préparer efficacement au CPGE? Deuxième question, quelles sont les mathématiques accessibles à un bachelier très intéressé par la discipline et désirant un peu dépasser le programme de terminale? Ce document destiné aux élèves de terminale entrant en PCSI ou MPSI au lycée Louis-le-Grand a été élaboré pour répondre à ces deux demandes. Sa lecture n'a bien évidemment aucun caractère obligatoire, mais je rajouterai, elle est fortement recommandée, ça permet de prendre de l'avance, et prendre de l'avance en prépa, c'est toujours bon à prendre. Organisation et contenu de ce texte. Pour répondre aux deux demandes ci-dessus, le texte est divisé en deux grandes parties, chacune très substantielle. La première partie est un outil destiné à aider ceux des élèves qui le désirent, à revoir les mathématiques étudiées au lycée dans l'optique des classes de PCSI et MPSI. Je t'inviterai, quel que soit ton niveau, à quand même lire et faire les exercices de la première partie avant de t'attaquer à la deuxième partie. Qui peut le plus, peut le moins. Donc si tu te sens déjà à l'aise pour attaquer la deuxième partie, vérifie que tu es capable de faire la première partie, ça ne te fera pas de mal. La seconde partie, constituée d'approfondissement, est destinée aux élèves particulièrement intéressés par les mathématiques et ayant déjà une pratique importante des outils présentés dans la première partie. Il s'agit en fait d'un premier pas très significatif dans le programme de CPGE. Cette partie est complétée par un problème et par un petit texte indiquant dans quel esprit ce document a été conçu. Le texte introduit plusieurs notions et résultats qui ne font pas partie des programmes de terminale. Ces compléments apparaissent de manière très limitée dans la première partie, beaucoup plus nettement dans la seconde. Il va de soi qu'ils seront intégralement repris en première année de CPGE. Chaque partie est organisée en chapitres, eux-mêmes divisés en paragraphes. Un paragraphe commence par des rappels et ou des exemples et est suivi d'une liste fournie d'exercices. Ces exercices reçoivent pour la plupart un corrigé succinct, les résultats des exemples et exercices signalés par le symbole étoile sont classiques en CPGE. Certains sont d'ailleurs des résultats de cours. Le texte est complété de manière non systématique par des commentaires historiques permettant de mettre en perspective les résultats présentés. La lecture de ces commentaires n'est nullement indispensable à la compréhension de la partie proprement mathématique, mais je rajouterai qu'elle est fortement conseillée, c'est beaucoup plus intéressant de comprendre le contexte que de simplement mémoriser des techniques. D'autre part, dans un but d'efficacité pédagogique, les thèmes et exercices présentés ici ont été choisis de manière à former un ensemble aussi cohérent que possible. Vous retrouverez certains objets et certaines méthodes à plusieurs reprises, les renvois étant souvent explicités. Les exercices sont variés. Certains sont des applications directes, parfois répétitives, du programme de terminale, ou des compléments de cours proposés dans le texte. Indispensables pour acquérir des bases solides et des réflexes efficaces, ils sont à travailler en priorité. D'autres, plus ambitieux, font établir des résultats intéressants et ou souvent utiles. Les considérations esthétiques ou culturelles ont eu leur part dans la sélection effectuée. En revanche, des exercices à astuces dont la vertu formatrice est très faible a été exclue. Alors là, je suis absolument en désaccord avec ce qu'il vient de dire. Les exercices à astuces ont des vertus formatrices parce que, bah oui, moi je suis un partisan de l'école de il faut
être capable de s'adapter à toutes les situations, et pour s'adapter à toutes les situations, il ne faut pas s'enfermer dans les carcans de «je connais bien mon cours, donc ça y est, je sais faire automatiquement tous les exercices qui sont de type cours». Non, il peut y avoir des problèmes qui ne sont pas de type cours, et c'est justement quand on se confronte à ces problèmes où il faut trouver une astuce, où il faut faire preuve d'initiative, que l'on développe ses compétences. Parce que si on ne s'entraîne jamais à faire ça, c'est pas le jour où on a besoin de le faire qu'on sait le faire. Voilà. Donc les exercices à astuces sont utiles, ont des vertus formatrices, et pour ce faire, je prendrai des extraits du bac international, parce que chez les anglo-saxons, la culture de l'astuce est beaucoup plus répandue qu'en France. En France, on a un peu trop la culture de la théorie sauve tout. Donc on a une théorie solide qui permet de gérer, on va dire 95%, c'est un chiffre au hasard bien entendu, des situations, mais quand on est face à des situations nouvelles, la théorie ne nous est d'aucun secours. Donc il faut être capable de s'entraîner à raisonner sur des choses dont on n'a pas a priori des connaissances théoriques, et donc faire preuve d'ouverture d'esprit, tenter des choses, et c'est à ça que servent les exercices à astuces, à tenter des choses pour trouver des nouvelles choses. Les symboles F, AD, D et TD désignent respectivement des exercices faciles, assez faciles, difficiles, très difficiles. Ces mentions sont d'une part subjectives, d'autre part relatives. Le niveau d'ensemble des exercices proposés est très élevé par rapport au programme de terminale. Comment utiliser ce document? Il est recommandé d'étudier la première partie du texte en suivant l'ordre proposé, la seconde peut être abordée de manière plus libre. Pour chaque paragraphe, le travail se découpe en deux phases. La première est l'étude des rappels, compléments et exemples. Dans chaque exemple, il est conseillé de se refaire complètement et sans recopier le texte, raisonnement et calcul. Cette étape d'appropriation du contenu est essentielle. La seconde phase est la résolution d'une partie des exercices. La liste proposée est très copieuse. Cette abondance permet des entraînements de niveaux variés. Et donc oui, à ce propos, je ne pense pas que j'aurai le temps de traiter tous les exercices durant la phase passerelle, c'est-à-dire durant les 30 jours du mois de septembre. Néanmoins, je te recommande d'essayer de les faire tout au long de l'année, surtout dans les moments où, par exemple, après avoir bossé, où tu es un petit peu fatigué, de faire ces exercices-là qui seront a priori d'un niveau inférieur à ce que tu auras fait pendant l'année. Ça permet de te reposer tout en continuant à t'entretenir. Tout en continuant, pardon, à t'entretenir. C'est comme quand tu fais du sport, après un gros sprint, faire un petit footing voilà, tranquillou, ça permet aux muscles de reprendre des forces tout en n'étant pas inactif. Donc c'est ce qu'on appelle la récupération active. Ne pas trouver, même en y passant du temps, un exercice F ou AD ne préjuge en rien de votre future réussite en CPGE. Sécher fait partie de l'activité mathématique. On parle bien de sécher sur un problème et non pas de sécher les cours. D'une part, aboutir après un long travail procure une grande satisfaction. D'autre part, même en cas d'échec, le temps passé à chercher permet de progresser et de comprendre réellement une solution. Inversement, lire le corrigé d'un exercice sans s'être réellement engagé dans la recherche ne procure le plus souvent aucun bénéfice. Nous espérons que l'étude de ce document vous procurera plaisir et profit. Alors je vais passer brièvement sur le sommaire, puisque de toute façon, nous ce qu'on va faire, c'est on va lire la partie rédaction mode de raisonnement jusqu'à le raisonnement par récurrence 1. Voilà, ça c'est le programme du jour et ça fera déjà une vidéo assez longue. Première partie, outils et techniques de base. Cette partie permet de réviser les mathématiques étudiées au lycée dans la perspective d'une classe préparatoire MPSI ou PCSI. Ses buts principaux sont les suivants. 1. Rappeler quel mode de raisonnement en les illustrant par des exemples significatifs. Rappeler quelques modes de raisonnement en les illustrant par des exemples significatifs. Préciser, surtout à travers des exemples, la façon dont un texte mathématique doit être rédigé. Et en France, on est très à cheval là-dessus. Conforter la maîtrise du calcul. Le programme de terminale est complété par un nombre très limité de points importants, quantificateurs, symbole sigma pour la somme, et pi pour le produit, dérivé d'une composée, intégration par partie. Il est conseillé de lire cette partie et en respectant l'ordre. Afin de faciliter le travail du lecteur, un certain nombre de définitions et notations d'usage courant en CPGE, mais pas forcément en terminale, sont rappelées. Rédaction, mode de raisonnement, rédaction, quantificateur, vocabulaire et notation utilisée.
Pour la commodité du lecteur, on regroupe ici quelques termes et notations d'usage courant. Ensemble des nombres usuels. Dans tout ce texte, on utilise les notations usuelles ci-après. Donc par exemple, l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble des entiers naturels, c'est ce qu'on peut compter avec les doigts de la main, ajouter du 0. Donc c'est les nombres que tout le monde connaît depuis l'école primaire. On peut les écrire ici pour fixer les idées. Voilà, attends, je branche ma tablette. Voilà, hop, ça marche. Ok, donc l'ensemble des entiers naturels, c'est 0. Attends, je mets ça pour avoir plus de place. Voilà, 0, 1, 2, etc. Et il y en a évidemment une infinité. Ensuite, on a l'ensemble des entiers naturels non nuls. Alors ça, c'est une notation purement française. Ce n, alors sinon, voilà, hop, n étoile, qui veut dire en fait n privé, alors privé c'est slash, comme ça, privé de 0. Donc c'est-à-dire, au lieu de démarrer à 0, ben on démarre à 1. Donc c'est le même que précédemment. D'ailleurs, du coup, je peux recopier le 1 ici, c'est 2, 3, etc. C'est le même que précédemment, auquel on a retiré le nombre 0. Ensuite, on a l'ensemble des entiers relatifs. L'ensemble des entiers relatifs, c'est tous les entiers qui soient positifs ou négatifs. Donc il y en a une infinité ici, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, et puis il y en a une infinité ici. De la même manière, on a z étoile, qui est donc l'ensemble des entiers relatifs privés de 0. Donc en fait, on en a une infinité ici, moins 2, moins 1, on n'a pas le 0, 1, 2, puis on en a une infinité ici. Ok. Ensuite, on a Q comme le quotient, c'est un moyen de s'en rappeler. N comme naturel, alors Z, je sais plus, ça vient de l'allemand. Je chercherai et je te mettrai dans la description le lien vers le mot allemand qui est à l'origine de cette lettre. Donc Q, tu peux le penser comme quotient, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Ratio, en français, en latin, ratio, c'est le rapport. Le rapport. C'est ce qu'on appelle aussi une division, c'est un rapport. Donc Q, c'est l'ensemble des rationnels, des nombres rationnels, c'est-à-dire des fractions du type P sur Q, avec P qui est un entier relatif, c'est-à-dire positif ou négatif, et Q qui est un entier naturel strictement positif, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc, on peut toujours, quitte à faire une simplification, à se ramener à une fraction irréductible, c'est-à-dire telle que le PGCD de P et de Q soit égal à 1. R, c'est l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire tous les nombres possibles que tu connais, sachant que dans les fractions, on n'a pas tous les nombres possibles. Il y a des nombres qui sont dits irrationnels. On va en parler un petit peu plus tard. R étoile, c'est tous les nombres réels sauf 0. R+, c'est tous les nombres positifs. R plus étoile, c'est tous les nombres strictement positifs. Et c'est l'ensemble de nombres complexes, c'est-à-dire lorsqu'on considère tous les points du plan. Et C étoile, c'est le nombre complexe privé de 0. Et on a évidemment les inclusions. L'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des rationnels, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des réels, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Les nombres réels non rationnels sont des irrationnels. Alors je vais donner quelques exemples d'irrationnels, pour que les choses soient plus claires. Tu as comme irrationnel le nombre racine carrée de 2. Donc, comme il est irrationnel, on dit qu'il appartient à l'ensemble des réels, privé de l'ensemble des rationnels. Petit exercice que je corrigerai dans la prochaine vidéo. Prouver que racine carrée de 2 est irrationnel. Voilà, c'est un petit exercice qui n'est pas très compliqué en fait, et que je te demande, donc je vais le réécrire là pour que ce soit plus clair. Prouver que racine carrée de 2 est irrationnel. Ok. Un autre exemple de nombre irrationnel, tu as le nombre pi. Le nombre pi est irrationnel. Un autre exemple, tu as le nombre phi. Phi, c'est le nombre d'or, que je ne vais pas noter comme ça d'ailleurs, je vais
noté avec un phi majuscule, voilà, comme ça, qui est 1 plus racine de 5 sur 2. Ça, c'est le nombre d'or. Donc petit exercice 1, c'était prouver que racine carrée de 2 est irrationnelle. Petit exercice numéro 2, trouver une équation, comme j'écris mal, après je l'écrirai avec le clavier, une équation algébrique dont phi est solution. Alors, si tu veux tout de suite le faire, tu mets pause et tu essaies de le faire. Si tu veux une indication, je te donne une indication. Indication. Donc, si tu veux faire, tu n'écoutes pas l'indication. Indication, cette équation est de degré 2. Degré 2. Alors maintenant, je l'écris avec le truc, ce sera plus propre, parce que j'ai une très mauvaise écriture. Donc, exo 2. Ah merde, zut, j'ai mis le truc pour les F, c'est pas le truc pour les F, c'est le truc pour écrire ici. Exo 2. Voilà, trouver une équation algébrique dont phi est solution. Alors ça, c'est un exercice qui est un peu plus compliqué que le précédent, hein, parce qu'il faut, ben voilà, il y a une prise d'initiative. Et je donne l'indication, donc j'ai dit indication, non pas avec un S, indication, je vais y arriver. Cette équation est de degré 2. Voilà, et donc je reprends ici ce que j'avais écrit ici, ça c'était l'exo 1. Voilà, donc exo 1, je récapitule, c'est prouver que racine carrée de 2 est un irrationnel. Exo 2, trouver une équation algébrique dont phi c'est 1 plus racine de 5 sur 2, et solution. Et indication, cette équation est de degré 2. Voilà, donc c'était deux exemples assez simples de nombres irrationnels. Donc revenons au texte. Segment de R. Si A et B sont deux nombres réels, on note crochet A, B, crochet, l'ensemble des réels compris au sens large entre A et B. Donc ça veut dire clairement la chose suivante. Ça veut dire que AB, c'est l'ensemble des X appartenant à R tel que A est inférieur ou égal à X, qui lui-même est inférieur ou égal à B. Et si on fait un dessin, ça fait tout simplement ça. Là, il y a A, là, il y a B, et là, on va mettre une autre couleur. Ça, c'est notre segment AB, et je colorie également les bornes, les crochets, parce que ce sont des inégalités larges. C'est ce qui est dit au sens large. Voilà, cette notation vaut quel que soit l'ordre dans lequel A et B sont rangés. Bon, c'est déconseillé d'inverser l'ordre, hein, ça n'a pas de sens. Les ensembles de la forme AB sont appelés segments de R. Notez que les segments de R sont exactement les intervalles fermés bornés. Parce qu'il existe des intervalles qui sont ouverts ou non bornés. D'accord? Exemple d'intervalle ouvert, par exemple l'intervalle AB. Exemple d'intervalle non borné, par exemple l'intervalle moins l'infini 2. Il n'est pas minoré, puisque on peut prendre n'importe quel réel négatif, puisque ça va jusqu'à moins l'infini. Ok, partie entière d'un nombre réel. La partie entière d'un nombre réel, ou partie inférieure d'un réel, parce que partie entière inférieure, puisqu'il existe une partie entière supérieure. Donc la partie entière inférieure qui est notée floor en anglais, floor ça veut dire le sol, d'où les crochets vers le bas, désigne le plus grand entier relatif plus petit que x, autrement dit, x appartient à z et vérifie, partie entière de x, partie entière inférieure de x, inférieure ou égale à x, inférieure à partie entière de x plus 1. Donc concrètement, si on prend le nombre réel 3,8, sa partie entière c'est 3.
Si on prend le nombre réel moins 4,1, sa partie entière c'est moins 5. Ça peut paraître un petit peu plus surprenant, donc on va représenter ça pour que ça soit plus clair. Ici, on représente les nombres réels sur l'axe dit l'axe des réels, c'est l'axe des abscisses en fait. Et donc si je prends moins 1, moins 2, moins 3 et que je prends par exemple moins 2,5, on a dit que la définition c'est que la partie entière, ça doit être l'entier relatif plus petit ou égal au nombre. Donc, moins 2, il est plus grand que moins 2,5. Donc le premier entier, le plus grand entier, plus petit ou égal à moins 2,5, bah, c'est précisément moins 3. Donc c'est pour ça que la partie entière de moins 2,5, bah, ce sera moins 3. De la même manière que dans leur exemple, c'était moins 4, je sais pas quoi. Voilà, moins 4,1, sa partie entière, bah, c'est moins 5, parce que moins 5, il est plus petit que moins 4,1, alors que moins 4 est plus grand que moins 4,1. Limite, alors, pour A et B dans l'ensemble des réels, union moins l'infini plus l'infini, la notation classique limite de f de x quand x tend vers a égale b est génératrice d'incorrection. Elle conduit à supposer a priori l'existence d'une limite. On lui préfère ici l'écriture f de x flèche b avec en dessous x flèche a. On reparlera de ça plus en détail lorsque on traitera des limites. Pour une suite UN, n ne peut tendre que vers plus l'infini, bien entendu, puisque n est indexé sur les entiers naturels, qui sont positifs et qui sont croissants. Donc dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de préciser que n tend vers plus l'infini. Dérivée successive d'une fonction. Si f est une fonction dérivable, sur l'intervalle i, la fonction dérivée de f est notée f'. Si f' est elle-même dérivable sur i, on dit que f est 2 fois dérivable sur i, et on note f', on le note f seconde. On généralise ce procédé en disant que f est n fois dérivable et en notant f puissance entre parenthèses. C'est ce qui permet de faire la distinction entre lorsqu'on parle d'une puissance ou lorsqu'on parle de la dérivée nième ou la dérivée d'ordre n. Cercle unité ou cercle trigonométrique. On appelle ainsi le cercle de centre O et de rayon 1 du plan R2. D'accord, clairement, je vais faire un dessin, ce sera plus clair. Le cercle unité, c'est le cercle basique, c'est-à-dire lorsque on a un repère orthonormé, comme ceci, et bien le cercle unité, c'est ce qu'on obtient ici en passant par ces points-là. D'accord, donc évidemment, c'est un dessin que je fais à main levée, donc il n'est pas joli, mais ce qui est important, c'est pas la beauté du dessin, c'est de comprendre le principe. Ça, c'est ce qu'on appelle le cercle unité. Ok. Si on voit les choses de façon complexe, ce sera l'ensemble des nombres complexes de module 1, ce qui revient absolument au même. D'ailleurs, petit exercice, quelle est l'équation du cercle? Donc exercice numéro 3, exo 3, écrire l'équation du cercle unité. Donc pareil, je vais réécrire proprement avec le clavier pour que ça soit plus clair. Exo 3, écrire l'équation du cercle unité. Tiens, d'ailleurs, je vais écrire l'équation du cercle unité version réelle et version complexe. Non, je vais l'écrire à la ligne, ce sera mieux. 1, version réelle, c'est-à-dire avec les coordonnées cartésiennes, et 2, version complexe, c'est-à-dire avec les affixes. Voilà, donc là, il n'y a pas de difficulté, pas de piège, c'est vraiment juste basique pour s'assurer que tout est bien clair. Pente d'une droite de R2. Soit D une droite D, soit une droite D, bien sûr, soit D une droite du plan R2 non parallèle à l'axe des ordonnées. On parle aussi de droite oblique ou éventuellement horizontale, puisqu'ils n'ont pas exclu ce cas-là. D admet donc une unique équation de la forme y égale à x plus b. On appelle ça aussi l'équation cartésienne. On appelle pente ou coefficient directeur de D le réel petit a.
L'interprétation géométrique est claire. Si M1 et M2 sont deux points distincts de D, de coordonnées respectives x1, y1, x2, y2, alors A égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Faisons un petit schéma pour tout de suite fixer les idées. Ici, on va avoir donc une droite. Donc on a un repère, comme d'habitude. Et on a une droite que je vais faire oblique. Après, je ferai le cas horizontal, mais ça change rien du tout finalement. Et donc là, on va avoir donc un point que je vais appeler M1, qui va avoir pour coordonnées x1, y1, et je vais avoir un point M2 qui va avoir pour coordonnées x2, y2. Alors évidemment, lorsque on fait un dessin, on est obligé de faire un choix de faire montante ou descendante, tu verras que ça fait exactement la même chose. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai y2 qui appartient à la droite, donc c'est quoi? C'est les coordonnées, vérifie l'équation, donc c'est ax2 plus b. Et j'ai y1 qui s'est coordonné, vérifie l'équation, et donc ça fait ax1 plus b. Je fais la soustraction y2 moins y1, et qu'est-ce qui se passe? Les b passent à la trappe, le a se met en facteur, et ça fait a facteur de x2 moins x1. Et donc du coup, j'obtiens que si je fais le quotient ici, j'ai y2 moins y1 sur x2 moins x1 qui est égal à a. Et à aucun moment je me suis servi du fait de savoir que c'était croissant ou décroissant ou quoi que ce soit. Voilà, d'ailleurs j'aurais pu le donner en exercice, mais bon je l'ai fait, donc maintenant c'est terminé. Ok, I.E, c'est une abréviation latine qui veut dire id est et qui signifie c'est-à-dire. Et c'est très utilisé dans des rédactions mathématiques pour écrire moins en fait, tout simplement. Généralité, la rédaction mathématique obéit à des règles précises qui doivent être rapidement maîtrisées. Voici les plus importantes. Alors, petit bémol là-dessus, quand ils disent des règles précises au niveau de la rédaction, malheureusement, en français, c'est un peu faux. Dans le sens où chaque professeur a un petit peu ses petites manies, donc moi, ce que je te recommande, c'est de t'adapter aux manies de ton professeur. Donc ton professeur te dira certainement la façon dont il veut que tu rédiges les choses, et tu vas t'adapter à sa façon. De façon générale, j'ai été un petit peu abusif quand j'ai dit que c'était pas tout à fait vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas un guide précis avec les phrases qui doivent être dites ou pas. Mais il y a effectivement des mots, des locutions qui reviennent, comme il vient, par suite, montrons que, vérifions que. En fait, il faut expliquer ce qu'on fait de la façon la plus précise possible, sans écrire un roman, d'accord? L'objectif, c'est simplement d'expliquer ce qu'on fait. Un objet mathématique est déclaré avant d'être utilisé, donc ça, par contre, c'est une pratique qu'il faut respecter, absolument. En général, par le terme, soit la déclaration précise la nature de l'objet, exemple soit V un vecteur non nul, soit Z un complexe non réel, soit N un élément de N étoiles. Un discours mathématique n'est pas une suite de symboles. L'argumentation est pour l'essentiel rédigée en langage ordinaire et correct, avec des phrases complètes. En particulier, les quantificateurs et les symboles d'implication et d'équivalence utiles pour énoncer de manière précise et concise des propriétés ne doivent pas être employés comme des abréviations à l'intérieur du discours. Il est bon d'annoncer ce que l'on va faire par des locutions du type montrons que. Bien rédigé s'acquiert essentiellement par l'usage. Les exemples présentés dans la suite devraient vous donner une idée de ce qui est attendu. Quantificateurs. Les quantificateurs sont évoqués dans le programme de terminale sans que les notations les concernant ne soient exigibles. Précisons ces notations, dont l'emploi est très commode et que nous utiliserons dans la suite. Le quantificateur universel noté quel que soit, c'est une sorte de A à l'envers. Il signifie pour tout ou quel que soit. Le quantificateur existentiel noté E, c'est un E symétrique vers la gauche. Il signifie il existe, par exemple la phrase quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif. Ça signifie pour tout réel x, le réel EX est strictement positif. La phrase quel que soit y appartenant à R, il existe x appartenant à R tel que y égale x puissance 5 moins 5x, qui signifie que pour tout réel y, il existe au moins
un réel x tel que x puissance 5 moins 5x est égal à y, ce que l'on peut établir au moyen d'une étude de fonction qu'on verra plus tard. Les quantificateurs permettent de formuler de manière condensée certaines propriétés. Vous verrez par exemple que pour une suite réelle un où n est supérieur ou égal à 0, l'assertion un converge vers 0 est définie par quel que soit epsilon positif, il existe n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, tel que quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, tel que petit n est supérieur ou égal à grand N, alors valeur absolue de un est inférieure ou égale à epsilon. Cette définition est intuitivement raisonnable. Dès qu'on se fixe un seuil epsilon, il existe un entier naturel grand N dépendant de petit epsilon, tel que pour tout petit n supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de un soit majorée par epsilon. De manière plus informelle, étant donné un seuil epsilon positif, la suite un est bornée par epsilon à partir d'un certain rang. On emploie les symboles quels que soient ils existent que dans des phrases intégralement écrites en langage quantifié et à vrai dire le plus souvent dans des définitions. En aucun cas on ne peut mélanger quantificateur et phrase française. Les quantificateurs ne sont pas des abréviations. Commencer une démonstration par un quantificateur est une faute grave. Si l'on veut prouver qu'une propriété est vraie, pour tout réel x, la rédaction commence en déclarant x, soit x dans R. On montre ensuite que la propriété désirée est vraie pour x. Dans la suite de ce document, nous utiliserons les quantificateurs uniquement pour formuler rapidement certaines propriétés. Donc, comme annoncé, je vais conclure ici cette première vidéo. Cette première vidéo qui était beaucoup de la lecture, mais parce que cette lecture était importante, même si je sais que tu peux le faire par toi-même et que je t'invite à le faire par toi-même, il est important de bien clarifier le cadre. Dès demain, nous attaquerons les calculs, les exercices, parce que là tu vas voir le raisonnement par récurrence, il y a un exemple que je détaillerai, et ensuite, enfin deux exemples en fait, et ensuite on attaquera les exercices. Mais avant de tout ça, je commencerai par corriger les 3 petits exercices que je t'ai donnés aujourd'hui. Voilà, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que tu en as pensé. Critique positive ou négative, ce qui est important, c'est que tu comprennes et que tu tires le maximum de profit de ceci. Tu peux d'ores et déjà communiquer donc, en commentaire de la vidéo ou dans le groupe Telegram prévu à cet effet. Telegram, il faut savoir qu'il existe aussi une application bureau sur Mac et sur Linux, je crois, et probablement aussi Windows. C'est une application gratuite qui permet donc de communiquer. Voilà. Donc je te dis bon courage pour ta prépa et bienvenue dans le programme Passerelle. À demain pour la prochaine vidéo.